Premier élément. Le deuxième élément quand même, c'est qu'effectivement, face à ça, hein, le projet social-démocrate qu'on a pu connaître, qui a eu sans doute une pertinence dans la deuxième partie du XXe siècle, trouve un essoufflement très net à partir du moment où on connaît, comme on le connaît aujourd'hui, un niveau de chômage très élevé qui pèse de manière très forte à la fois sur les finances publiques, mais aussi sur l'état d'esprit de la société. L'image sociale des chômeurs, les dégâts que ça crée en termes de santé publique, mais aussi en termes de considération de ces personnes, c'est un des échecs et une des difficultés de la social-démocratie. Et c'est pour ça que les écologistes qui ont au cœur de leur projet le partage des richesses, la lutte contre la productivité inutile, la volonté de travailler sur une autre fiscalité qui pèse davantage sur la contribution, ou plutôt les atteintes aux richesses naturelles et à l'environnement, plutôt que exclusivement sur le travail, c'est toute la logique de la fiscalité écologique, ce sont des chantiers extrêmement intéressants. Donc voilà, il y a des vraies possibilités de travail en profondeur sur les mécanismes qui sont des mécanismes d'une société qui se sont solidifiés au milieu du XIXe siècle. La logique productiviste, c'est une logique qui est une logique finalement récente à l'échelle y compris de l'humanité et sur laquelle il est important de pouvoir revenir avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, il faut qu'on travaille aussi à cette revérification par la pratique. Je l'ai dit, la parité dans nos statuts, dans notre organisation, dans l'investiture de nos candidats, le non-cumul, toutes ces techniques-là, parce que je le dis à dessein, c'est pas seulement des principes, c'est aussi des techniques. Parce que c'est humain, hein, que quand quelqu'un pense qu'il est le meilleur élu de la Terre, il a envie de le rester 40 ans. C'est bien que des règles lui permettent d'envisager qu'il peut être aussi utile ailleurs et qu'il faut qu'il se pose la question différemment. Je pense que c'est juste sain de poser un certain nombre de principes, mais que si ces principes n'existent pas, et c'est comme la parité, à partir du moment où les principes ne sont pas posés, bizarrement, la situation n'évolue pas. En politique, la dimension conservatrice, notamment vis-à-vis du rôle des femmes, est particulièrement forte. Il y a aussi un troisième élément qui est important dans cette revivification du débat politique, qui est la pratique même du mandat d'élu. Il y a eu très longtemps, et c'était effectivement favorisé par le cumul, une logique à la fois clientéliste et de territoire, où chaque parti, où chaque leader local avait son petit fief à lui, et où c'est François Hollande qui le dit à mots semi-couverts, qui a découvert la politique départementale, où en fait on reçoit chaque conseiller général, et puis on lui deal en fonction de son influence sur les autres conseillers généraux, quelques kilomètres de départemental en plus, la rénovation du toit de 2 églises, etc., etc. Donc avec une vraie logique le contraire d'une logique territoriale, mais une logique ultra morcelée de micro-propriétaires de territoire. Je l'ai dit, ça se sent un petit peu moins en Ile-de-France, encore que, on peut voir des conseillers généraux qui disent si vous votez pour moi, vu que je suis puissant, il y aura plus d'argent qui viendra sur mon canton à moi que j'ai. Voilà. Sauf que ça empêche toute logique territoriale, ça empêche toute réflexion sur la mutualisation des moyens, ça attire souvent le plus de moyens dans les territoires qui sont déjà les plus riches et qui ont le moyen de porter des projets. Je peux vous dire, parce que effectivement, Marc m'a présenté en tant que secrétaire nationale, mais je suis également présidente du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional et qu'on est actuellement en train de travailler sur la critérisation des aides de la région. Pourquoi ? Parce que des aides apportées aux collectivités locales aujourd'hui, elles étaient traditionnellement de 50% du montant du projet. Sauf que 50% du montant du projet pour une commune qui est riche, ça veut dire que c'est encore plus d'argent pour un projet qui coûte encore plus cher, alors qu'une commune beaucoup moins riche, elle n'aura déjà pas les moyens de mener un projet, donc elle aura finalement de la part de la région moins d'argent et un projet moins ambitieux. Et qu'on doit pouvoir, surtout au niveau régional, quant au niveau supralocal, organiser la mutualisation des moyens, organiser une meilleure répartition des moyens publics envers l'ensemble du territoire et pouvoir réparer certaines inégalités territoriales. Donc vraiment dans cette logique d'élaboration des politiques qu'on voit au-delà des limites strictes de son territoire d'élection, c'est quelque chose qui est très important. Et cet intérêt général du territoire, il peut aussi être porté par les élus. Je pense qu'on n'est pas condamné à être uniquement le délégué syndical de son propre canton. Je pense que c'est très important à la fois, effectivement, d'y être sensible et d'avoir un ancrage territorial, mais aussi de pouvoir être capable de dépasser les égoïsmes locaux. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet très, très important. C'est aussi pour ça que nous, on veut pouvoir travailler sur un lien plus fort entre les départements et la région. Et en Ile-de-France, alors c'est plus difficile à dire quand on est dans le 92 que dans le 93 et dans le 94, mais c'est vrai que quand on voit
une école maternelle comme celle-ci, je fais d'autres réunions publiques, je peux vous dire que pour le même nombre d'enfants, il y a, allez, on va dire 4 fois moins de balançoires et 2 fois moins de jouets et la moitié de la place, parce que aujourd'hui, comme c'est les communes qui sont chargées de financer les écoles maternelles et primaires, en fonction de leurs moyens, les enfants qui naissent d'un côté ou de l'autre du trottoir n'ont pas forcément les mêmes moyens. Et ça vaut pour les départements. Aujourd'hui, c'est une notoriété publique que le département du 92 concentre un niveau de richesse qui est sans commune mesure avec les départements du 93 et du 94. Donc, organiser un partage des richesses à l'échelle du territoire, à minima régional, c'est quelque chose qui, pour nous, est absolument essentiel. Ça pose aussi des questions sur la gouvernance, c'est-à-dire sur comment on crée dans la zone centrale, la zone dense, comme a dit Marc tout à l'heure, une zone de coopération renforcée où un certain nombre de projets, que ce soit des projets d'aménagement, peuvent se penser de manière coordonnée, parce qu'on voit trop une organisation, une concurrence entre les territoires. Vous avez sûrement tous entendu parler du projet de Roland-Garros, alors tout le monde peut avoir position sur le maintien de Roland-Garros à l'endroit où il se trouve, sur son déplacement à Versailles. Mais en tout cas, ce qui était très choquant pour nous, écologistes, c'est que la ville de Paris parle de Marne-la-Vallée ou de Versailles comme de ses concurrents. Et voilà, on est dans cette logique où y compris les collectivités locales se vivent en concurrence avec les autres collectivités locales. Et qu'il faut aller piquer les emplois, les activités, les entreprises. J'étais tout à l'heure à Châtenay-Malabry et le grand projet de Saclay qui vise à faire déménager sur Saclay la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, l'université d'Orsay ou l'école nationale supérieure de Cachan, c'est vraiment ça, c'est aller prendre dans un certain nombre d'endroits avec des conséquences sur l'aménagement, sur les déplacements des gens qui travaillaient à cet endroit qui sont considérables, des équipements pour renforcer un peu. Et il nous semble vraiment important de réfléchir à l'aménagement du territoire sans spécialiser les territoires, mais bien en permettant une vraie mixité des fonctions commerciales, d'éducation, de formation, qui soit beaucoup plus respectueuse d'une vie de proximité. Je vais terminer sur 2 points qui me semblent très importants parce qu'on essaye aussi de les mettre en œuvre, parce qu'au-delà des prises de position, il faut aussi le faire, c'est la capacité à élaborer un certain nombre de projets et de réalisations et de politiques publiques avec les acteurs. Un des autres dangers de ce que je disais sur le côté conservateur des politiques, c'est qu'on devienne, et finit par exister une sorte de professionnalisation de la politique. Donc on commence à 20 ans, 22 ans assistant parlementaire, et puis je vous passe les différentes étapes, et on finit à 65 sénateur. Et entre-temps, on est complètement déconnecté de la vie plus classique. Moi, je ne dis pas que les élus sont une caste à part qu'il faut mépriser, pas du tout, au contraire, mais c'est vrai qu'il y a une déconnexion qui peut s'opérer, et qu'un des moyens de résoudre cette distance, c'est bien de continuer à élaborer de façon conjointe un certain nombre de propositions. C'est ce que nous, on essaye de mettre en place à la région, et c'est, je pense, le cas d'autres élus, notamment au niveau municipal, avec des commissions extra-municipales qui ne pensent pas avoir la science infuse sur les propositions, sur les politiques menées, mais qui les élaborent avec les citoyens. Le dernier point, c'est aussi justement qu'à l'inverse, les citoyens aient la possibilité, même pendant la durée d'un mandat, d'interpeller une collectivité locale, de porter un projet. Et c'est ce qu'on a mis en place au niveau régional avec le droit d'interpellation populaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a, je le dis parce qu'on oublie toujours, vous vous souvenez qu'il y a une grande réforme constitutionnelle il y a 2 ans. Cette grande réforme constitutionnelle, parmi ces différents points, on avait plusieurs. Un qui était de permettre au président de la République de parler devant le Parlement, et un autre qui était de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. La possibilité pour le président de la République de parler devant le Parlement, la loi organique qui a traduit cette possibilité s'est faite dans les jours qui ont suivi le Congrès réuni à Versailles. Le référendum d'initiative citoyenne est toujours dans les cartons. Toujours dans les cartons. À la région maintenant c'est possible avec ce qu'on appelle le DIP, le droit d'interpellation populaire. Donc c'est la possibilité, avec un nombre de signatures significatif, 50 000 je crois pour la région, de mettre à l'ordre du jour des travaux et d'interpeller une collectivité locale pour l'obliger à se prononcer sur un sujet. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très bien, puisque au lieu d'être toujours dans la logique descendante entre les institutions et les citoyens, il y a la possibilité, si un projet n'est pas suffisamment porté par une institution, de la solliciter, de la secouer un peu et de l'obliger à se prononcer sur différentes thématiques. Donc ça, je pense qu'on a des solutions très concrètes, parce que c'est vrai que
à force d'avoir entendu cette formule politique autrement, je me dis, non, c'est autrement que devrait être la politique. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un Graal vers lequel on va et qu'on réclame. Il faut qu'on se donne les moyens de mettre en œuvre les solutions qui permettent justement de faire changer le paysage politique. Donc tout ça, c'est tout à fait possible, mais ça nécessite aussi qu'à un moment, on ait la possibilité de le faire. Et c'est pour ça que je crois que les écologistes sont rentrés dans une autre période, qui est la période de revendiquer le pouvoir au sens du verbe pouvoir, c'est-à-dire pouvoir agir, pas seulement avoir dit pendant des années attention sur le climat, on commence à aller vraiment beaucoup trop loin, attention sur la perte de biodiversité, on va dans une situation qui risque d'être sans retour dans un certain nombre de domaines. Attention, ce système économique en surchauffe, cette logique d'un capitalisme financier qui réfléchit dans l'heure suivante et à ultra court terme, c'est complètement contradictoire avec une vision globale de développement de l'humanité. Tout ça, on l'a dit, on n'a pas été en mesure de pouvoir agir suffisamment tôt, et donc je crois qu'il faut maintenant qu'on ait la capacité de faire avant que ce soit trop tard. Et pour ça, c'est pas seulement un vœu pieux, avoir des conseillers généraux écologistes, même quelques-uns, ça change le climat, parce que parfois, y compris dans les débats, ça instille dans l'esprit des élus, des autres élus, une manière de réfléchir, des interrogations qui, même si sur le moment ils font semblant d'avoir rien entendu, peut quand même commencer à contaminer au sens positif la réflexion politique d'un certain nombre. Donc voilà, c'est ça l'enjeu, mais l'enjeu aussi, c'est du coup que les gens votent, et c'est vrai que cette élection cantonale, pour l'instant, elle est caractérisée par un dédain absolument total, notamment du gouvernement qui fait comme si l'élection n'existait pas. Je pense que ça n'empêchera pas qu'elle soit très difficile pour eux, ce que je souhaite, mais elle est quand même très importante. Donc depuis les élections européennes, je me souviens, c'était José Bové qui expliquait qu'en fait, il suffisait d'aller voir 10 personnes, discuter avec 10 personnes, sur les 10 personnes, il y en a au moins 8 qu'on pouvait convaincre, et que ça allait changer totalement le résultat. Pendant toute la campagne, je me disais que c'était bien gentil, mais ça fait un peu réunion du perroir, comme style. Depuis le soir du 7 juin, je ne dis plus ça. Donc j'ai fait un rapide calcul, vous êtes ici 50. Si vous convainquez chacun et chacune 10 personnes, ça fait 500 voix. Alors, je ne sais pas sur quel canton on les répartit, je ne vais pas choisir. Mais c'est peut-être ces 500 voix qui feront la différence dans une élection marquée par énormément d'abstention. Ce sont ceux qui iront voter qui feront l'élection. Et donc, peut-être, on n'est pas à l'abri de grandes surprises. Je sais que nous, on les caractérise souvent par la modestie. Mais si on pouvait, le soir du 20 mars, et plus encore le soir du 27 mars, pas avoir uniquement 13 nouveaux conseillers généraux et conseillères générales, mais 26... ou encore plus, ce ne sera pas uniquement grâce à nous, ni grâce à nos candidates, même si elles sont toutes les deux vraiment de très bonnes candidates, mais ce sera surtout grâce à celles et ceux qui auront fait en sorte justement que cette politique autrement et cette revivification démocratique, elle ne soit pas seulement dans le discours, mais qu'elle passe aux actes.